Alors, la présentation va se décomposer en 5 parties. Nous allons tout d'abord faire un point général sur la pandémie en France et dans le monde. Ensuite, nous parlerons de l'étude proprement dite avec la mesure de l'impact Covid sur les complémentaires. Donc, sur le premier semestre 2020, ce sera un constat à partir des chiffres réels. En troisième partie, nous ferons des projections, donc essayer d'avoir une idée de l'atterrissage à fin 2020, et vous verrez qu'on a également fait des travaux pour 2021. Quatrième partie, ça sera quelques éléments sur l'impact sur les marchés financiers. Et la partie 5, eh ben, voilà, l'actuaire se métamorphosera pour quelques instants en Madame Irma pour essayer de voir ce que l'on peut attendre du futur. Alors, la pandémie en France et dans le monde. Alors, au préalable, la présentation a été mise à jour hier soir. Si vous avez pris connaissance de la presse aujourd'hui, vous avez pu noter qu'il y a le conseil scientifique qui tire la sonnette d'alarme. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot là-dessus, en faisant deux constats. Tout d'abord, un constat d'échec, c'est les termes de la stratégie d'isolement, en disant que aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien et que ça ne permettra pas, sans doute pas, d'éviter que l'épidémie reparte. Et le conseil scientifique a également utilisé quelques mots forts, puisqu'ils ont estimé que le gouvernement allait être obligé, je reprends leurs mots, de prendre un certain nombre de décisions difficiles, et cela dans les 8 à 10 jours. Alors c'est tout neuf, cela dit on le voyait venir avec un certain nombre d'indicateurs qui étaient en augmentation. Oui, ils invitent à agir dans les 8 à 10 jours, tout simplement parce que vous avez une inertie qui est de l'ordre de 15 jours, c'est-à-dire que les mesures mises en œuvre produisent leurs effets dans un délai estimé à 15 jours. Alors, ces chiffres, justement, dont on parle, qui ont pu alerter le conseil scientifique, là, le graphe que vous avez, c'est la situation dans le monde. Vous avez, alors, au 8 septembre, vous avez 27,6 millions de cas avérés de coronavirus, et vous avez un nombre de morts qui est un tout petit peu en dessous des 900 000. Alors, dans le monde, vous avez évidemment les États-Unis qui sont de loin en tête du nombre de cas. Vous avez l'Inde qui est passée ces derniers jours en deuxième position et qui a un taux d'augmentation qui est très fort. Il parle de 100 000 cas, nouveaux cas par jour, assez à l'échelle de ce pays. Et en troisième position, il y a le Brésil, qui est aujourd'hui très proche de l'Inde, mais avec des progressions qui sont sans doute moins fortes que pour l'Inde. En Europe, la France est sur ce triste podium et en troisième position, sachant que en nombre de cas, j'entends, le plus grand nombre de cas est en Espagne, en Europe, suivi par les Royaumes-Unis et la France qui est troisième. En France, quelques chiffres clés. Là aussi, ça a été mis à jour. C'est des chiffres au 8 septembre 2020. Les chiffres du 9 septembre sont parus un peu trop tard pour qu'on les mette à jour dans notre présentation. Donc, le nombre de cas confirmés, on est à 335 000. En constante augmentation. On va voir après des graphiques sur les cas confirmés. On va faire un zoom sur ce chiffre-là. Un peu moins de 31 000 décès. Il y a actuellement un peu moins de 5 000 patients hospitalisés pour cause de Covid. À mettre en relation, le pic, c'était mi-avril, où on avait eu 32 000 personnes qui étaient hospitalisées pour cause de Covid dans les hôpitaux. En réanimation, on a 658 personnes actuellement en réanimation. Là aussi, si on regarde par rapport au pic, le pic était début avril avec 7 000 personnes en réanimation à un moment donné. Et enfin, les guérisons. Excusez-moi, j'ai un écran qui s'est positionné devant, je ne vois pas le chiffre. Voilà, je vais faire comme ça sera mieux.
Donc 88 000 personnes qui ont été hospitalisées pour cause de Covid et qui sont retournées à domicile, donc qui ont été guéries. Alors, la mortalité, je vous ai parlé de 31 000 cas. Si on regarde, vous avez là un graphique avec le nombre de décès quotidiens en 2018 en gris, 2019 en noir, et la courbe orange avec le pic, c'est évidemment 2020. Donc, vous pouvez constater que très clairement, il y a eu un pic de mortalité durant le confinement, mais que depuis, on est revenu sur des tendances de 2018 et 2019. Aujourd'hui, en tout cas, à ce stade, donc il y a peut-être je parlais d'un effet d'inertie, mais on ne constate pas de regain de la mortalité suite à la Covid. Autre élément aussi, ça c'est communiqué, c'est également communiqué dans les spots que l'on peut entendre à la radio, c'est que vous avez 9 décès sur 10 qui concernent des personnes de plus de 64 ans. Donc on est sur une maladie qui atteint de façon mortelle en tout cas les personnes les plus vulnérables. On parlait du nombre d'hospitalisés et de réanimations. Alors là, ça a été aussi intéressant dans la préparation de ce webinaire. C'est ces courbes-là, c'est Le Monde. Si vous êtes habitué à ce journal, vous pouvez retrouver dans leur suivi ces courbes qui sont assez intéressantes. Là, j'avais mis à jour ces courbes lundi, qui paraissaient visuellement assez plates pour les périodes août-septembre. Et quand je les ai mises à jour hier, on voit, ça a radicalement changé, puisqu'on voit que ça reste beaucoup plus faible que le pic, mais on voit que ça réaugmente entre août et septembre, et que c'est en train d'accélérer. C'est vraiment visible. Alors, attention aux chiffres, vous avez des périodes, vous voyez, c'est des courbes lissées, il y a les effets week-end qui interviennent, et les pourcentages d'augmentation sur 3 jours, je suis allé voir le site du Monde ce matin, ils ont été revus à la baisse. Donc, je pense qu'il faut rester aussi prudent là-dessus, c'est des choses qui fluctuent beaucoup et qui, mécaniquement, sont assez volatiles. En tout cas, la tendance à l'accélération, elle est bien là. Et pareil, le nouveau cas de décès à l'hôpital, plus 129% en 3 jours. Là aussi, le risque est extrêmement volatile, donc prudence sur ces chiffres. Tout ça est bien entendu à mettre en relation avec le nombre de nouveaux cas qui a réaccéléré. Alors, c'est ce que l'on voit sur la courbe suivante. On voit très clairement que depuis juillet, c'est en train de redémarrer. Donc là, ce n'est pas lissé. Vous avez clairement les effets de la semaine qui apparaissent. Et on a une croissance depuis cette période-là. Alors cette croissance, ce sont les cas confirmés et évidemment liés au nombre de tests qui a également très fortement augmenté. C'est l'objet de ce graphique. Donc vous avez la courbe bleue, ce sont le nombre de tests pratiqués. Là encore, vous avez l'effet semaine, c'est une palissée, donc vous avez les creux pour les week-ends et puis les pics pour les jours de la semaine. Et en orange, en parallèle, vous avez le nombre de cas positifs qui ont été détectés. Alors, deux choses très claires sur ce graphique, c'est d'une part, les deux augmentent. On voit bien qu'il y a effectivement plus de cas positifs, mais aussi parce qu'il y a plus de tests. L'autre chose que l'on voit très clairement, c'est aussi que le nombre de tests positifs augmente, le pourcentage de tests positifs augmente très clairement, puisqu'on se rapproche, la courbe orange, même si ce n'est pas la même échelle, se rapproche fortement de la courbe bleue. Et là, vous avez le chiffre de 9 000, 9 000 cas dépistés un jour, c'était début de semaine, si je ne me trompe pas, où ça a été atteint. Alors, je parlais de taux de positivité. Donc, c'est ici le graphique que vous avez. En bleu foncé, ce sont le nombre de cas. C'est le même graphe que le tableau précédent. Et en bleu clair, vous avez le taux de positivité au test. Donc là, on voit très, très clairement que ça augmente fortement. On était, sur la période de mi-juin à mi-juillet, on était à un taux de positivité qui était de l'ordre de 1,4%. Si on regarde sur les derniers jours, on est à du 5,2%. Donc là-dessus, on a
on a un taux qui augmente assez nettement, sachant que sur ces éléments-là, je ne suis ni médecin ni épidémiologiste. Je me garderai donc bien de faire des commentaires sur les tests plus ciblés, etc. Et je me limiterai au constat qui est qu'on constate effectivement une augmentation. Dernier slide sur cette partie-là, c'est une carte de France avec le taux d'incidence, donc le nombre de personnes qui sont identifiées comme ayant contracté la coronavirus pour 100 000 personnes par département. Donc, vous avez les deux premières cartes à gauche qui sont, donc là, celle au 13 mai, c'est sur une semaine, hein, du 13 au 19 mai et du 14 juillet au 20 juillet. Vous voyez que plus c'est foncé, plus le taux d'incidence est fort. On était sur des cartes qui étaient assez blanches, assez claires. La dernière carte en date qui est parue, c'est celle du 27 août au 2 septembre 2020. Et là, vous voyez que ça a considérablement foncé, hein, sans surprise. Mais surtout qu'on est relativement homogène. Alors, il y a des plus bas, il y a des plus hauts, mais c'est bien, on n'a pas cet effet de gradient que l'on avait pu avoir lors du confinement avec l'Est, le Nord-Est qui était fortement touché et le Sud-Ouest beaucoup moins. Là, c'est assez homogène, avec également d'ailleurs pour les départements et territoires d'outre-mer. Et vous avez évidemment toutes les villes, les grandes villes qui sont assez touchées. Voilà pour ce petit rappel, ce petit constat sur l'état de la pandémie en France. Je regarde s'il y a des questions. À ce stade-là, je n'en vois pas. Donc, nous allons démarrer sur la deuxième partie, qui est la mesure de l'impact de la COVID sur les complémentaires pour le premier semestre 2020. Alors ici, on va vous parler d'une étude qu'on a réalisée à partir de données de portefeuille qui nous ont été communiquées. Alors, il s'agit d'un échantillon, hein, forcément. Nous ne prétendons pas être représentatifs, d'autant plus que cet échantillon est essentiellement constitué de mutuelles. J'entends par mutuelles hein, les mutuelles de livre 2, ce qui veut dire que nous avons un portefeuille qui est sans doute plus orienté individuel que la moyenne nationale. Donc, ce que vous allez voir par la suite est relatif à notre échantillon et peut ne pas correspondre à ce que vous avez pu constater ou ce que l'on constate au niveau national. Quand je dis ne pas correspondre, attention, ça sera des points de détail. Globalement, je pense que nos chiffres sont tout à fait en ligne. On a pu le constater quand on a… Là, on va vous présenter les résultats globaux, mais quand on fait entité par entité, on s'aperçoit que, au final, les résultats sont assez proches. Alors, élément aussi, j'y reviendrai, mais on a eu une difficulté lors de cette étude, c'est que vous avez aussi l'effet 100% santé qui est intervenu, qui pouvait perturber les comparaisons, ce que nous avons fait au final, entre 2020 et 2019. Donc, nous avons essayé autant que possible de neutraliser cet effet-là pour vraiment comparer des choses qui soient comparables. Alors, je reviens, je vous parlais tout à l'heure du webinaire du 24 septembre, qui portera justement sur le 100% santé, où là, Élodie Paget et Julie Vernin-Biancal feront l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'elles vous présenteront les impacts du 100% santé en neutralisant les effets de la crise sanitaire. Alors, on en vient aux éléments. Donc, évidemment, hein, ce que l'on mesure sur le premier semestre, c'est une baisse des prestations. Donc, vous avez ici un graphique en bleu avec les baisses pour les postes distingués par poste. Sans surprise, vous voyez que vous avez l'optique, le dentaire, l'appareillage et les soins courants qui ont été les plus touchés. À l'inverse, l'hospitalisation et la pharmacie ont connu une baisse, mais moins
moins forte que les autres postes. Au global, hein, sur le premier semestre, on est à un impact de moins 13%. Ça, c'est vu, j'aurais dû le préciser au départ, pardon, c'est vu à fin juin, et cela concerne les prestations réglées au titre de l'exercice. Donc pour 2019, on a les prestations réglées entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 survenues durant le premier semestre. Et pour 2020, on a les prestations réglées du 1er janvier au 30 juin survenues lors du premier semestre 2020. Donc on compare vraiment deux choses qui sont égales par ailleurs. Le bémol là-dessus, c'est que évidemment pour le mois de juin, on a très peu de recul puisqu'on a un seul mois de développement. Ensuite, on a fait le même exercice, mais cette fois-ci en ne considérant que les mois du confinement. Donc là, vous avez les 3 mois qui ont été, sur lesquels le confinement a eu lieu, c'est-à-dire mars, avril et mai. Alors il s'agit bien là, attention, on ne mesure pas l'impact du confinement lui-même de façon exacte, puisqu'on n'est pas du... désolé, j'ai plus les dates exactes en tête, mais c'est du 16 avril au 11 mai, je crois. On est vraiment sur l'entièreté des mois de mars, avril et mai. Donc là, l'impact est évidemment beaucoup plus fort, avec moins 34% pendant le confinement. Alors, vous voyez que l'optique et le dentaire ont été les plus touchés. L'écart sur le dentaire pendant le confinement et le premier semestre, c'est que le dentaire, vous avez eu aussi un rattrapage qui a commencé à avoir lieu sur le mois de juin, plus fort que pour l'optique. Alors, nous allons maintenant considérer certains postes hein, et les regards. Oui, pardon, ce que j'oubliais de vous dire, c'est que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un développement à fin juin, donc on a une vision qui est tronquée pour certains mois de survenance, notamment le mois de juin. Et cela a posé un problème particulièrement en hospitalisation. Donc les chiffres de l'hospitalisation, je resterai très réservé dessus, puisqu'il y a un cadencement qui est très long sur ce poste. Ça s'est en plus allongé ces derniers temps, ce qui fait que l'étude là-dessus n'a pas pu être réalisée de façon aussi précise que ce que l'on aurait souhaité. On reviendra sur l'hospitalisation dans la suite. Alors, les postes. Là, vous avez, chaque fois, on va détailler pour un certain nombre de postes les évolutions. Vous avez en orange ce qui s'est effectivement passé. Donc là, c'est les données que l'on a reçues de remboursement réglées sur le premier semestre au titre de l'année 2020. Et la courbe bleue, c'est l'estimation que l'on a faite de ce qui se serait passé sans la crise Covid. Donc, pardon, c'est le chiffre 2000, excusez-moi, j'anticipe. Donc là, la courbe bleue, on est sur le déroulé 2019. 2020, les mois de janvier et février, hein, sur le dentaire, j'insiste, on a corrigé de l'effet 100% santé pour vraiment essayer de comparer les choses, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc ici, vous avez au pic d'avril, un mois plein de confinement. Vous voyez que les prestations ont baissé de façon énorme. Alors pas totalement, mais on n'en est pas loin. On est à du moins 91%. En juin, il y a eu là-dessus un rattrapage de plus 51% alors, par rapport à 2019. Attention, hein, je rappelle, pour le mois de juin, là, on est sur quelque chose avec un déroulement qui est d'un mois uniquement. Donc, tout ça devra être validé et confirmé avec un peu plus de recul. L'étude a été réalisée au mois de juillet. Là, on a dû arbitrer entre avoir les délais, les données pardon, les plus larges possibles et puis vous remettre une étude qui soit le plus tôt possible. Donc, on s'est arrêté à fin juin. Ça veut dire qu'on n'a pas les mois de juillet et mois d'août. Un constat quand même, là-dessus, je n'ai pas de chiffres en tant que tel à vous apporter. Ce que l'on constate pour le mois de juillet, c'est qu'on a continué à avoir un rattrapage sur ce mois-là. C'est des choses qui ont été constatées de façon assez large et on le voit. Donc, le mois de juillet a également fait l'objet d'un rattrapage assez important. C'est valable pour le dentaire, c'est valable aussi pour les autres postes.
En revanche, les premiers constats pour le mois d'août, et là-dessus, peut-être que vous aurez votre propre vision des choses, mais ce qui semble se dessiner et la confirmation qu'on a eue de plusieurs intervenants, c'est que sur le mois d'août, il semblerait que le rattrapage, qu'il n'y ait pas eu de rattrapage, c'est-à-dire qu'on soit resté sur un niveau proche de celui de 2019, sans avoir d'effet rattrapage, à confirmer dans les semaines qui viennent. Donc là, vous aviez la courbe dentaire, vous avez exactement le même principe, 2019 en bleu et 2020 en orange pour la pharmacie, qui a été beaucoup moins impactée puisque la baisse en plein mois de confinement d'avril n'a été que de moins 26% et pas de rattrapage à ce stade sur le mois de juin. Mars a été, vous le voyez, a été finalement peu impacté. L'idée, c'est probablement qu'il y a eu des achats de précaution au début du confinement, ce qui a permis d'avoir une faible baisse ce mois-là. En optique, là aussi, on est sur quelque chose qui est assez sévère, un petit peu moins que l'optique, mais on est sur le même ordre de grandeur, on est à moins 92%, c'est énorme. Et en juin, un rattrapage qui a été par rapport à 2019 de plus 62%. Donc là aussi, on est sur un effet de rattrapage à partir de juin des prestations non réalisées. Sur les soins courants, donc par exemple les consultations, même mécanisme avec un effet moins fort, on est à du moins 62%, il a continué à y avoir des consultations. Vous avez les téléconsultations aussi qui sont intervenues, qui ont permis de pallier un peu les problématiques. Et en juin, on a eu un rattrapage, mais plus modéré que sur l'optique et le dentaire. L'hospitalisation, alors ici, on vous a mis le graphe par transparence, je dirais. Vous voyez qu'il y a c'est pratiquement deux belles lignes. Pour moi, très clairement, ça ne veut pas dire grand-chose. On constate en avril du moins 24%. Le plus 146% en juin, là aussi indiqué, mais oubliez-le, puisque vous voyez qu'on est sur des niveaux très faibles. Très clairement, c'est une problématique. L'hospitalisation, on manque de recul, en tout cas à fin juin. Il faudra voir un peu plus tard si on arrive à y voir plus clair. Mais très difficile de se prononcer. Donc, on l'a traité, vous verrez ultérieurement, d'une autre façon. Alors, ce que l'on vous a présenté, les premiers graphiques, c'était tout âge confondu. On a également regardé ce que cela donnait par tranche d'âge. Donc ici, on a fait 5 tranches d'âge, moins de 20 ans, de 20 à 39, 40-59, 60-79 et plus de 80 ans. En bleu, vous avez l'impact tout poste confondu sur le premier semestre. Et en orange, vous avez l'impact sur les 3 mois de confinement, c'est-à-dire de mars à avril. Qu'est-ce que l'on voit? Là, vous voyez qu'on a, on a trois groupes. On a les moins de 20 ans, les plus de 80 ans, et puis au milieu, 20-39, 40-59 et 60-79, on est sur des niveaux qui sont à peu près comparables. Ça varie peut-être un petit peu plus pour les mois de confinement, mais globalement, on est vraiment sur ces éléments. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est on peut regarder la composition des dépenses. Ça va s'expliquer de façon assez légitime, puisque si vous prenez la population des moins de 20 ans, ce qui pèse le plus, ce sont les honoraires, l'optique et le dentaire. Là-dessus, très clairement, ce sont les 3 postes qui ont le plus baissé. Donc, c'est assez naturel que vous ayez un impact qui soit plus fort. Pour les plus de 80 ans, cette fois-ci, c'est l'hospitalisation, vous voyez, qui est très majoritaire dans les dépenses et qui, elle, a peu baissé sur les mois de confinement, ce qui fait que vous avez une baisse qui est plus faible sur cette population. Alors ça, l'écart par rapport à la classe d'âge 20-79 ans s'explique bien pour les plus de 80 ans. Pour les moins de 20 ans,
ça explique pour partie. Après, il faut aller plus dans le détail pour vraiment expliquer, puisque la seule différence de composition entre les moins de 20 ans et les 20-79 ans n'explique pas à elle seule les écarts que l'on constate. Après, vous avez des choses particulières. Si vous allez sur le dentaire, par exemple, les moins de 20 ans, ben, très clairement, c'est l'orthodontie qui a été très impactée et qui a fortement chuté aussi pendant le confinement. Donc voilà pour les constats de notre étude. Je regarde s'il y a des questions. Toujours pas, n'hésitez pas si vous en avez. On va passer du coup maintenant à la partie des projections. Qu'attendre de la fin d'année 2020? Alors, dans notre étude, nous avons posé deux hypothèses qui sont des hypothèses fortes. Là aussi, c'est des choses qui peuvent être, quand on fait des études pour un de nos clients, qui sont discutées, savoir comment ça fonctionne exactement. Là, nous avons pris le parti d'un rattrapage des prestations jusqu'à fin septembre 2021. Dans le détail, ce rattrapage a été modélisé sous la forme d'une courbe linéaire, c'est-à-dire qu'on fait décroître linéairement le rattrapage au fil du temps. Plus vous avancez, moins vous faites de rattrapage, évidemment. Ce qui a permis de voir les effets que vous verrez plus tard. Et enfin, on a aussi fait l'hypothèse qu'il n'y aura pas de deuxième période de confinement généralisé, enfin généralisé ou même localisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelle baisse des prestations. On se place dans un rythme qui est de croisière maintenant, avec juste l'effet rattrapage qui va jouer. Alors, en termes de résultats, visuellement, vous allez voir ce que cela peut donner, et on va détailler pour certains postes comment est-ce qu'on a travaillé. Alors, pour le poste pharmacie, on a fait une hypothèse de rattrapage à 100% des prestations manquées durant le confinement. Ce que l'on vous présente ici, c'est un scénario central. Vous verrez qu'après, on a fait d'autres hypothèses, un scénario bas, un scénario haut, de façon assez classique, et on présentera les résultats pour ces trois. Là, pour les graphiques, on a à chaque fois repris le scénario central. Et on obtient ce type de courbe, donc jusqu'en septembre 2021, où vous avez en bleu, la partie bleutée, c'est la période du confinement. Vous avez de janvier 2020 à juin 2020, c'est ce qui a été observé. Si vous reprenez les graphiques qui sont plus hauts, vous verrez que ça correspond à ces graphiques-là de l'observer. Et pour la période de juillet 2020 à septembre 2021, c'est les projections. Avec, en plus de tout ça, on fait, pour les résultats, on stoppe à fin décembre 2020 pour regarder l'impact sur 2020. Et puis après, on regarde pour les 9 mois restants quel sera l'impact sur 2021. Donc voilà la courbe du rattrapage qui est projetée. Vous avez en bleu le montant remboursé avec rattrapage et en orange le montant remboursé sans Covid, donc basé sur les développements 2019. Vous voyez que petit à petit, on se rapproche pour arriver à zéro en septembre 2021. Oui, les hypothèses de rattrapage, c'est assez forfaitaire. Là, je n'ai malheureusement aucune étude à vous donner là-dessus. Les seules indications que l'on a, ce sont les rattrapages qui ont déjà été effectués au mois de juin, éventuellement juillet. Mais très difficile de se prononcer sur ces pourcentages. Donc là aussi, ce sont des hypothèses, lorsque l'on fait des études qui sont discutées avec nos clients, puisque c'est évidemment majeur dans les résultats finaux. Sur les soins courants, là, on a pris une hypothèse centrale d'un rattrapage de 50% des prestations manquées durant le confinement. Tout simplement parce que les consultations ne vont pas forcément être rattrapées, d'une part parce que les horaires sont pas forcément extensibles à l'infini, et aussi à cause des mesures sanitaires qui sont imposées aux praticiens et qui ne leur permet pas de rattraper autant qu'ils le souhaiteraient. Donc, le même principe, vous avez toujours la courbe avec le découpage 2020 et 2021 et le rattrapage qui est fait. En optique,
là, on a considéré un rattrapage un peu plus fort, 90% des prestations manquées durant le confinement. Tout simplement parce que l'on a considéré qu'il y a aussi des mesures sanitaires qui sont applicables chez les physiciens, mais sans doute moins contraignantes ou qui peuvent être plus facilement mises en place que pour des cabinets médicaux. Alors après, se pose la question des prescriptions qui n'ont pas aussi été faites. C'est un autre sujet, mais globalement, on a supposé qu'il y avait un très fort rattrapage sur ce poste. Sur le dentaire, donc là, on a fait une hypothèse de 60% de rattrapage. On avait mis au départ, on aurait sans doute mis au départ un petit peu moins, parce qu'il nous semblait que les contraintes sanitaires étaient très fortes pour les cabinets dentaires, même si là aussi, ce que l'on constate, c'est que les plages horaires ont augmenté, mais ne permettent pas de compenser totalement. On l'a un peu augmenté, ce pourcentage, quand on a vu les pourcentages de rattrapage sur le mois de juin, qui étaient relativement élevés. Donc, on a été un petit peu moins pessimiste que ce que l'on avait été précédemment. Alors, en résumé, hein, le rattrapage que l'on a estimé pour le scénario central, on est à 100% en pharmacie, 50% sur les soins courants, 90% en optique et 60% en dentaire. Là-dessus, quand on a fait un scénario bas, donc avec un rattrapage plus faible, donc 80% en pharmacie, 30% en soins courants, 70% en optique, 50% en dentaire, et un scénario haut, où là on est à 100% en pharmacie, ça ne bouge pas, par rapport au scénario central, 90% sur les soins courants, 100% en optique et 80% sur le dentaire. Alors ces pourcentages-là sont illustratifs, ils sont soumis à débat, hein, je ne conteste pas du tout. Et leur premier objectif est malgré tout de donner une sensibilité un peu au résultat, de voir qu'est-ce qui se passe si on augmente ces hypothèses. Alors c'est justement les résultats que l'on va voir ensemble pour 2020. Donc vous avez 4 colonnes, vous avez un chiffrage sans rattrapage, c'est-à-dire où le rattrapage est nul, voir vraiment quel a été l'impact de la baisse. Donc sans surprise, on était un impact sur le premier semestre de 13%. On est sur l'ensemble de l'année pas loin de la moitié avec moins 6,1%. C'est assez logique. Ce pourcentage de baisse dû à la Covid de moins 6,1%, vous voyez que selon les scénarios de rattrapage, il varie entre moins 2,4 et moins 4,2 sur le scénario bas. Là-dessus, vous avez le détail après poste par poste que je ne vais pas passer en revue, mais vous voyez qu'on se situe, la fourchette de notre étude, c'est qu'on serait entre moins 2,4 et moins 4,2 de baisse suite à la période de confinement. En contrepartie, il reste le résidu de 2021 qui, lui, va correspondre à une hausse, forcément. Alors, sans rattrapage, il n'y a pas d'effet, puisque par définition, il n'y aura pas de rattrapage, justement. Et là, on est sur une fourchette entre 0,9 et 1,7% de prestations supplémentaires en 2021. Là-dessus, ce n'est pas les seuls effets. On va voir après qu'il y a potentiellement l'hospitalisation et le coût de l'hospitalisation et puis la portabilité en collectif. Cela dit, là, c'est vraiment l'effet baisse des prestations tel qu'enregistré au premier semestre. Alors, sur ces éléments, alors il y a un sujet, j'imagine que ça va vous intéresser puisque c'est relativement récent. Il y a une petite bombe, même si on s'y attendait jeudi dernier, avec le gouvernement qui a fait part d'une nouvelle taxe pour les complémentaires santé. Donc, pour rappel, il vous présente une facture de 1,5 milliard d'euros qui se fera en 2 temps, 1 milliard au titre de l'exercice 2020 et 500 millions au titre de l'exercice 2021, avec une menace qui est que le 500 millions pourrait être plus si ça se passait pas bien. Voilà. Le 1,5 milliard, il a été avancé, un des arguments, c'était que le gouvernement a indiqué que la baisse des dépenses en 2020 était de 2,2 milliards d'euros. Si je ne me trompe pas, c'était même
fourchette, non, c'était pas 2,2 entre 2,2 et 2,5 milliards d'euros de baisse des dépenses en 2020. Alors là-dessus, les modalités sont encore incertaines. A priori, hein, on a eu des communiqués de la FNMF et du CETIP qui vont dans le même sens. On serait sur quelque chose qui serait calqué sur le forfait patientel, le FMT, qui est de 0,8% aujourd'hui, avec un taux additionnel de 2,6% pour 2020. Donc ça serait appliqué sur l'année 2020, les 2,6, ça serait prélevé, tout ça est au conditionnel, hein, bien sûr, fin janvier 2020, et il y aurait pour 2021, au titre de 2021, avec un prélèvement qui serait fin janvier 2022, ça serait renouvelé avec un taux, cette fois-ci de moitié, de 1,3%. Alors là-dessus, le 2,6%, pas de problème. Quand on refait nos petits calculs, quand on regarde les grandeurs du marché de cotisation et autres, le 2,6%, on retombe bien sur nos pattes pour le 1 milliard, hein, qui est au titre de l'exercice 2020. Ça fonctionne bien. On a essayé aussi de regarder donc la facture, c'est 1,5 milliard. Ce que l'on vous dit, c'est que la baisse est de 2,2 milliards d'euros en 2020. Donc, évidemment, on a essayé de regarder ce 2,2 milliards d'euros si c'était conforme à notre étude. Et là-dessus, ce dont on se rend compte, c'est que le 2,2 milliards d'euros, nous, en regardant les valeurs de marché, on estime que ça correspondrait à une baisse en pourcentage. On a mis une fourchette, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses. On serait entre 7 et 8% de baisse des prestations. Ce qui est beaucoup plus que les moins 6,1 sans rattrapage que l'on a estimé dans notre étude. Alors là-dessus, l'écart, je ne l'explique pas, on n'a pas réussi à remonter totalement. Encore une fois, je vous le disais, nous, ce que l'on a, c'est un échantillon avec un poids de l'individuel qui est plus fort et sur lequel, a priori, la baisse des dépenses sera un peu plus faible que sur le collectif, tout simplement parce que le poids de l'optique et du dentaire est plus important en collectif qu'en individuel. Mais on s'aperçoit qu'on est la facture de 2,2 milliards d'euros de baisse, et donc la facture derrière nous paraît du coup un peu sévère, d'autant plus qu'il y a des facteurs qui ne sont aujourd'hui pas pris en compte. Donc ça ne semble pas prendre en compte les potentiels rattrapages et deux effets que sont la facture potentielle de l'hospitalisation et la portabilité à venir. Alors, c'est ce que l'on va regarder maintenant. Les hospitalisations. Alors là-dessus, on a eu très peu de retours de nos clients sur les hospitalisations Covid, avec des coûts qui restent assez bas. On a eu des clients qui ont fait part de remboursements qui se limitaient à la journée hospitalière, donc c'est un petit peu surprenant. Puisqu'il y a potentiellement, on a pu lire dans la presse, hein, qu'il y avait des factures qui avaient été présentées assez importantes du fait de l'absence d'exonération de tickets modérateurs sur les hospitalisations Covid qui pouvaient revenir assez cher. Donc, c'est ce que l'on va détailler. Là aussi, je reste très prudent. On a peu de remontées aujourd'hui et je suis bien incapable de vous dire quelle sera la réalité dans les mois qui viennent. Alors, simplement là-dessus, si on regarde l'hospitalisation en France, donc les chiffres 2019, hein, c'est 10,6 millions de séjours en MCO, maladie, chirurgie obstétrique, avec une durée moyenne de 5,5 jours d'hospitalisation. Et tout au long de l'année, il y a au total 819 000 patients admis en réanimation. La crise sanitaire Covid, on a eu, alors ce chiffre est peut-être un peu ancien, mais c'est un peu plus de 100 000 hospitalisations, dont 18 535 en réanimation, et des chiffres que l'on a pu trouver sur les coûts, alors avec beaucoup de précautions sur ces chiffres-là, c'est qu'on aurait un reste à charge moyen pour les hospitalisations Covid avant complémentaire, hein, de 1 500 €, et un ticket modérateur en réanimation qui peut, selon les régions, être de l'ordre de 600 €.
Donc, quand on met tout ça et qu'on essaie d'estimer un peu quel serait le coût potentiel de l'hospitalisation Covid, pour qui, enfin, à notre connaissance, en tout cas, les factures ne sont pas encore arrivées massivement auprès des complémentaires, ça générait un surcoût du post-hospitalisation de l'ordre de 3%. Donc, pas non plus, c'est sensible, mais ce n'est pas non plus forcément très important. 3% hein, pour un poste qui va peser, pour simplifier, autour de 15% du total, vous voyez qu'on est à moins de 0,5 points d'augmentation de ce coût-là, si le coût survient. Donc, à voir après comment cela donne. Et cela n'était pas inclus dans le chiffrage que l'on a donné précédemment. Autre élément, c'est la portabilité. Alors là-dessus, si on regarde les statistiques, on s'aperçoit que les plans de sauvegarde de l'emploi ont fortement augmenté en 2020 par rapport à 2019 sur la période mars-août. Vous avez également dans ce tableau des chiffres des petits licenciements collectifs. Donc on voit ça augmente à partir de juillet, mais je resterai prudent parce qu'on n'a pas malheureusement de comparaison par rapport à 2019 sur ce poste-là. Et vous voyez qu'en tout cas, les PSE, on serait sur une hausse de l'ordre de 40%. De même, il y a une étude Euler-Hermès qui a été réalisée qui prévoit une hausse de 25% des faillites d'entreprise en 2021 par rapport à 2019. Et au global, sur 2 ans, ils attendent un taux d'insolvabilité globale de plus 35%. Voilà, donc si on prend en compte un taux d'augmentation de 40% de la portabilité qui va coûter, selon les portefeuilles, allez, si on veut être large, entre 2% et 5% des prestations totales. Si on prend un taux moyen là, excusez-moi, je n'ai pas de chiffre précis là-dessus, mais disons autour de 3%, 3-4%, on va être sur une hausse de 1,2 points, 1,6 points du fait de la portabilité pour vos régimes, qui vient se rajouter hein, aux éléments ci-dessous. Là encore, très difficile de dire ce que sera la réalité, mais en tout cas, on s'attend à avoir une hausse de ce coût-là. Alors, ce coût, c'est quelque chose qui est très global, on peut très bien, selon votre portefeuille, l'affiner par secteur. On le sait tous, hein, il y a des secteurs qui ont été particulièrement touchés par la crise. Par exemple, la construction et le HR, hôtel, café, restaurant, qui ont été très impactés et pour lesquels on peut craindre une hausse forte de la portabilité. En revanche, d'autres secteurs, comme l'information, communication ou services immobiliers, ont été moins impactés, seront sans doute moins touchés par la portabilité. Donc là, il est tout à fait possible, en fonction de votre portefeuille, de calibrer et de tenir compte de la composition pour évaluer au plus juste la hausse de la portabilité. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie. Alors, je vois qu'on a eu au moins une question. Avez-vous constaté des différences entre individuels et collectifs et pour l'hospitalisation? Pensez-vous qu'il peut avoir un retard, notamment dans la facturation des champs particulières? Alors, là-dessus, j'y ai déjà partie répondu. La différence entre individuel et collectif, elle est bien là, mais pour moi, elle est essentiellement liée. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément fait de focus là-dessus, on aurait pu, remarque. Elle est essentiellement liée à la composition des garanties et au poids plus important sur le dentaire, l'optique dans le portefeuille et donc un impact de la crise sanitaire qui a été plus forte pour les collectives que pour les individuels. À cela peut s'ajouter effectivement l'effet âge, puisqu'on l'a vu hein, que sur les complémentaires santé, les plus de 80 ans étaient moins impactés. Donc ça va dans le même sens. Ça veut dire que ça peut faire baisser l'impact de la Covid sur les remboursements pour les individuels, puisque vous allez avoir un pourcentage de plus de 80 ans qui, par définition, va être plus important que le collectif. Et concernant l'hospitalisation, sur le retard, oui, très clairement, nous pensons qu'il va y avoir un effet retard pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à avoir une bonne vision de ce poste-là
et manifestement, il y a des restes à charge pour les hospitalisations Covid. Donc, est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce que ce sera quelque part inclus dans le 1,5 milliard de taxes? Difficile de vous dire pour l'instant. Là, vraiment, c'est un des éléments que l'on attend avec impatience, c'est de savoir comment l'hospitalisation va se comporter dans les semaines ou mois qui viennent, et notamment les retards de facturation. Donc, désolé sur ce point-là, je n'aurai malheureusement pas d'éléments concrets à vous apporter. Bien, j'en profite. Donc, du coup, nous passons maintenant au marché financier, l'impact de la crise sanitaire. Alors, les actions, il n'a échappé à personne qu'il y a eu une crise des indices boursiers et des actions très fortes suite à la crise sanitaire. Alors, sans doute, hein, pour vous, dans vos portefeuilles, l'indice à retenir me semble être le CAC 40, qui, au plus bas de la crise, donc le 18 mars, avait chuté de près de 40%, qui, depuis s'est repris. On reste malgré tout, par rapport au 31 décembre 2019, à moins 17% hein, de la valeur de la bourse. Alors, la France, l'indice boursier français a été particulièrement touché, puisque vous voyez que le Dow Jones, qui a connu, c'est à peu près pareil, hein, moins 40% de baisse au plus bas, mais qui est revenu quasiment à son niveau au 31 décembre 2019. Et puis évidemment, l'indice Nasdaq, hein, donc tout ce qui est nouvelles technologies et autres, qui lui a chuté également, mais qui a rattrapé, on va dire, aujourd'hui l'élan qu'il avait eu avant la crise. On est, vous le voyez, hein, la courbe, on est sur quelque chose qui est une croissance linéaire avec plus 33% depuis le 1er janvier, le 1er janvier 2020 et au-dessus de la situation avant crise. Alors là-dessus, je ne vais pas vous donner des éléments sur chacun de vos portefeuilles, sachant que ça dépend énormément des titres de bourse. Hein. Toutes les actions n'ont pas été impactées de la même manière, loin s'en faut. Là, vous avez deux belles chutes, mais bon, forcément Airbus et Accor qui ont chuté au moment de la crise, se sont un peu reprises ou ont fluctué, mais restent à des niveaux de valorisation par rapport au 31 décembre de l'année dernière qui restent très bas, moins 46% pour Airbus et moins 36% pour Accor. Score, alors qui s'est bien repris hier, mais était à moins 38%, là aussi forte baisse. Sanofi, vous voyez que là on a eu un effet crise et puis rebond hein, pour une pharmaceutique. On peut imaginer effectivement que la crise pourrait aussi avoir des perspectives intéressantes d'un point de vue financier. Donc là on est à moins 6%, on a quasiment rattrapé le retard. Ça reste très, très fluctuant. Enfin, le luxe, LVMH, qui, pareil, est quasiment revenu à son retour, et Air Liquide, qui a augmenté depuis le 31 décembre 2020 et est revenu au niveau de son plus haut, on va dire, avant crise. Au-delà de ça, quelques ovnis. Donc, le premier, c'est Amazon, évidemment, qui a eu un peu le contre-coup de la crise, mais c'est très vite repris et est en hausse de plus 87%. C'est un des gagnants de la crise sanitaire. Et puis, un petit clin d'œil pour le deuxième, plus 352%. Mais on n'y est pas aujourd'hui pour rien, puisqu'il s'agit de Zoom, qui a littéralement explosé avec les besoins en visioconférence qui ont très fortement augmenté. Donc voilà pour ça. Je reste convaincu que pour vos exercices hors ça, alors bien entendu la composition de votre portefeuille, mais l'évolution du cours du CAC 40 reste sans doute un des éléments sur lesquels se fonder pour vos exercices hors ça. L'obligataire maintenant, autre secteur qui a été touché par la crise, de façon moindre, puisque vous avez là, je vous ai pris une obligation, hein, alors c'est purement aléatoire, j'ai pris une obligation au hasard. Vous voyez qu'il y a eu, donc là c'est au 31-12, hein, la situation au 31-12-2019,
on a très clairement eu une baisse lors de la crise sanitaire. Cela dit, on n'est pas sur du moins 40% sur le prix. On est passé d'un peu plus de 112, on est descendu jusqu'à 107 et on est revenu aujourd'hui jusqu'à 110. Donc, on a une fluctuation effectivement des cours. D'après ce qu'on a pu voir, c'est assez variable selon les obligations, donc difficile de faire des généralités là-dessus. Ça sera propre vraiment à chaque portefeuille. En revanche, ce qui peut être intéressant et là aussi pour les exercices ORSA, c'est là on vous a mis une courbe. Alors c'est des actions d'entreprise internationales et vous avez les 4 courbes qui correspondent au rendement actuariel de chaque obligation. Donc quel est le taux qu'elles vont rapporter par rapport au prix de remboursement et aux coupons qui sont versés. Alors désolé, l'ordre des légendes n'est pas hiérarchisé. Vous avez les obligations d'entreprise cotées AAA qui sont en vert, qui sont tout en bas avec des taux négatifs. En bleu, les AA, en rose, les A et en jaune, les BB. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous met ce graphique? Vous avez la situation avant le 9 mars, vous voyez que c'était assez linéaire. Et si vous prenez donc là, on a mis une courbe rouge qui correspond à la moyenne du taux de rendement avant le 9,03. Donc, c'est cette courbe-là. Et vous voyez que donc les obligations AA avaient ce taux-là en moyenne. Et vous voyez que les AAA, après la crise, sont venus à peu près à ce niveau-là. C'est un peu comme si vous aviez eu une baisse de la notation des actions AAA qui se comportaient désormais comme des actions AA avant la crise. Et puis on s'aperçoit qu'après ça baisse et c'est revenu un peu à la normale. On a exactement le même phénomène pour les actions AA qui, après la crise, ont un taux de rendement qui est similaire à celui des actions notées A avant la crise. Ça marche moins bien, en revanche, pour les actions A pour qui, vous voyez, le taux de rendement a beaucoup plus augmenté et n'est pas venu simplement au niveau des obligations notées BBB. Donc, on a eu une dégradation plus forte, ce qui peut paraître logique. Moins les entreprises sont solides, plus la crise sanitaire va avoir d'impact sur leur solvabilité. Donc là, très clairement, dans vos exercices ORSA, sur les obligations, il y a d'une part l'impact sur le prix, mais également sur une baisse de la notation et donc un effet spread qui sera plus important dans vos chocs. On en a fini pour cette partie. Je ne vois pas de questions à ce stade. Donc je vous propose de passer à la dernière proposition, la dernière partie, pardon, qui est maintenant. Et maintenant, bon, là-dessus, très clairement, bien malin qui peut dire de quoi seront faits les premières semaines et les prochains mois. Sur le vaccin, vous avez vu qu'il y a plusieurs vaccins qui sont en cours de développement dans des stades plus ou moins avancés, certains étant en phase 3. Il y a eu, sur celui qui était le plus avancé, un petit coup d'arrêt puisqu'il y a eu, le processus a été bloqué suite à une personne qui a eu des effets indésirables graves. Cela dit, apparemment rien de très original, c'est assez classique dans le process d'avoir ce type d'événement. Mais tout ça pour dire que le vaccin n'est pas encore disponible et mettra sans doute encore un peu de temps à venir. Donc, ce qui est clair, c'est que pour les complémentaires santé, ce que l'on note, c'est qu'on va avoir une partie des prestations qui va être reportée sur la fin de l'année 2020 et probablement sur 2021 également. Ce que certains acteurs craignent, c'est d'avoir une dégradation de l'état de santé des personnes, d'une part à cause des soins non effectués pendant le confinement, et également à cause de différents facteurs comme la hausse de l'anxiété, l'augmentation des comportements à risque, et également l'augmentation des violences entre personnes. Donc, tout ça peut aussi dégrader les remboursements de santé là-dessus.
À l'inverse, on a des recommandations pour les professionnels de santé qui sont assez strictes, très contraignants, donc qui ne permettront pas un rebond, enfin un report total des prestations, hein, et peuvent même amener à avoir une baisse de la fréquence dans les mois qui viennent. Tout ça, c'est très difficile à dire à ce stade et ça dépendra évidemment de l'évolution de la pandémie. Et puis enfin, l'augmentation des téléconsultations, hein, où il y a eu un très forte augmentation de ces pratiques, à voir si c'est aussi des choses qui vont s'inscrire dans la durée et continuer en dehors du cadre de la crise sanitaire. Alors la grande question, c'est évidemment, est-ce qu'un reconfinement est possible? Alors la question est possible, oui, évidemment. Après, le gouvernement a très clairement indiqué, hein, que tout serait fait pour l'éviter, en particulier les confinements généralisés, tout en admettant, mais bon, c'est de la bonne gouvernance, hein, que des plans de reconfinement territoriaux et globaux étaient pris. Donc, c'est vraiment le souhait économiquement, en tout cas, de ne pas reconfiner. Malgré tout, hein, si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous dans le monde, il y a certains pays qui ont eu recours à des reconfinements par ville, donc Bogota, Pékin, Auckland. Le nombre de personnes reconfinées au 1er septembre était estimé à 223 millions d'habitants. On est, cela dit, loin des 2,6 milliards au 30. Et enfin, bah pour vos exercices, hors ça, quel scénario prendre pour l'avenir? Là-dessus, ce que l'on a trouvé, hein, c'est les travaux du CIDRAP, qui est un organisme qui est proche de l'Université du Michigan, qui est spécialiste des questions de maladies infectieuses, et qui propose 3 scénarios. Alors, là-dessus, pour moi, c'est peut-être une faiblesse, c'est fondé sur des pandémies de grippe antérieures. Donc là, on est sur, pas forcément la grippe, donc on est sur des schémas qui sont différents, mais vous avez les 3 schémas à droite. Donc, d'une part, quelque chose qui serait d'avoir ce qu'ils appellent peaks and valleys, donc on pourrait dire creux et bosses là-dessus, avec la survenance à nouveau d'épisodes similaires à celui du mois d'avril, qui semble pas forcément d'actualité aujourd'hui, mais à voir ce qui se passera. Vous avez ensuite le scénario qui serait le scénario catastrophe avec un pic d'automne, c'est-à-dire d'avoir, c'est-à-dire maintenant, un deuxième pic de la pandémie est beaucoup plus fort que celui que nous avons connu au mois d'avril. Celui-là, il pourrait faire très mal. Et enfin, le dernier, qui pourrait être la situation dans laquelle on se trouve, à vérifier, qui serait d'avoir de nouvelles vagues qui arriveraient, mais d'amplitude plus faible que celle que nous avons connue au mois d'avril. Voilà, donc là-dessus, pour vos scénarios hors ça, vous positionnez pour un scénario. Après tout, c'est un exercice qui reste théorique pour voir ce que cela donne. Et les prochaines semaines et prochains mois seront, j'en suis certain, remplis d'enseignements pour l'évolution à venir de la situation. Je regarde les questions. Je ne vois pas de questions à ce stade. Donc, la présentation, nous avons… Ah, pardon. Quelle est la répartition entre l'individuel et le collectif sur votre échantillon utilisé pour votre étude? Alors, écoutez, là-dessus, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas du tout le chiffre en tête. C'est quelque chose que je regarderai et je reviendrai vers vous pour vous donner cet élément. Voilà, donc là-dessus, nous restons… alors oui, désolé, je ne vous ai pas dit au départ, je devais co-animer cette présentation avec Romain Grax, hein, qui a conduit l'étude sur la Covid que nous avons réalisée au mois de juillet. Il ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions ou vous souhaitez échanger sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter, donc Romain ou moi, ce sera avec grand plaisir vraiment que nous échangerons avec vous sur ce sujet.